Bonjour à tous. Je suis Laetitia Bussard, donc la responsable de communication de Recatech. Je suis accompagnée de Jérôme Couton aujourd'hui qui sera votre intervenant. Merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes assez nombreux à arriver pour le moment. On a quelques retardataires, donc je vous propose en fait d'attendre 2-3 minutes pour permettre aux retardataires d'arriver tranquillement et puis on commencera. Donc voilà, je mets mon micro sur off et je me permets de reprendre la parole dans 2 minutes pour attendre les retardataires. Merci à tous. Alors, je vous propose de commencer. Je pense qu'on est peut-être tous arrivés. On a peut-être 2-3 personnes qui sont en retard, mais on va commencer. Donc, je me représente. Donc, je suis Laetitia Bussard, la responsable marketing et communication de la Technopole Recatech. Yannick Conseil, le directeur de la Technopole, vient de nous rejoindre aussi. Je lui passerai la parole pour qu'il vous présente la Technopole Recatech. Et ensuite, Jérôme Couton, notre intervenant sur la thématique de la sortie de crise, interviendra pendant environ une quarantaine de minutes. Vous avez un onglet questions à droite de votre écran. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pendant l'intervention de Jérôme. Et moi, je me ferai le relais après l'intervention de Jérôme. On aura à peu près une vingtaine de minutes pour échanger. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans cet onglet questions. Et voilà, moi, je les retransmettrai à l'oral à Jérôme qui vous répondra. J'en profite aussi pour vous donner une information. Nous organisons, nous, la Technopole Recatech, en partenariat avec le Grand Angoulême, un autre webinaire le 3 juillet à 14h sur le thème de la commande publique. Donc voilà, c'est les règles pour les marchés publics. Donc c'est un webinaire qui est en format formation, puisque ça durera 2 heures. Donc voilà, si vous avez des questionnements sur la commande publique, ce sera le 3 juillet à 14h. Et je vous mettrai dans le chat mon adresse email. Si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai le lien pour l'inscription. Voilà, donc je vous mettrai mon adresse email dans le chat. Je vais couper à la fois mon micro et ma caméra et je passe la parole à Yannick. On ne t'entend pas, Yannick. Pourtant, ton micro est activé. Mince. Est-ce que tu es uniquement sur ton portable et pas sur ton grand écran, sur double écran? Bon, on ne t'entend pas. Et pourtant, j'ai ton micro qui est bien allumé ici.
Est-ce que tu es uniquement sur ton écran portable? Il ne faut pas le dupliquer en fait. Alors désolé, on a un petit problème technique. On ne t'entend pas. Alors du coup, je vais présenter, du coup Yannick, désolé, je vais me faire ton porte-parole. Donc je vais présenter rapidement la Technopole. Donc nous sommes une Technopole donc, en format association. On accompagne les porteurs de projets innovants du territoire. On fédère aussi l'écosystème territorial. On organise pas mal d'événements justement pour que les entreprises du territoire se rencontrent. On accompagne nos entreprises sur des salons professionnels et on fait aussi un appui renforcé sur des filières d'excellence du territoire, comme par exemple les industries culturelles et créatives, les industries du process et le mécatronique, et toute aussi la filière packaging, luxe et spiritueux. On a un parcours d'accompagnement basé sur 3 étapes, l'incubation, pépinière et croissance. Nous sommes basés à Chrysalide. Chrysalide qui est donc le technoparc du Grand Angoulême. Toute une partie, en fait, il y a un bâtiment déjà qui existe, mais il y a un autre bâtiment de 2000 mètres carrés qui est en cours de construction, qui sera livré cet été, où on va pouvoir accueillir plus d'entreprises sur ce lieu assez innovant. Donc on est aussi animateur de ce lieu. On propose aussi des solutions d'hébergement pour les entreprises qu'on accompagne. Nous faisons aussi de la sensibilisation à la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous organisons notamment des rencontres et des challenges avec les scolaires, les étudiants, les entreprises, les collectivités sur le territoire. Nous avons en fin d'année, ça sera la 2e édition cette année, en décembre, début décembre, le 8 et 9 décembre, un festival qui s'appelle Eureka Tech Fest. On avait fait une première édition l'année dernière, et l'idée là, c'est de mettre en lumière tout ce que le territoire compte d'innovants et d'initiatives innovantes, ainsi que les projets Eureka Tech qui ont été faits sur l'année. Donc je vous invite à rester attentifs et à participer à cet événement qui aura lieu en décembre. Théoriquement, on l'espère, en présentiel, toujours à Chrysalide, pour pouvoir faire découvrir aussi ce lieu à un maximum de personnes. Donc voilà, je passe la parole à Jérôme qui va donc commencer cette intervention. À toi, Jérôme. Bien, merci beaucoup Laetitia, et merci à tous de consacrer ce temps ce matin à ce webinaire. Le temps aujourd'hui est une valeur précieuse pour vous, et j'y suis très sensible, et donc j'essaierai de faire de mon mieux pour que ce temps soit correctement investi pour vous. Et pour ça, j'ai besoin d'interaction, et donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions et à être curieux sur les concepts que peut-être vous découvrirez ce matin, qu'on découvrira ce matin ensemble. Je remercie bien évidemment Eureka Tech pour cette initiative que je trouve extrêmement utile et salutaire en cette période. Nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de liens, et les équipes d'Eureka Tech font ça très très bien. Et j'apprécie beaucoup leur engagement et leur courage dans cette période. Passons directement aux choses sérieuses, si vous voulez bien. On va parcourir ensemble le comportement en fait, de l'entrepreneur dans cette période si particulière. Je me présente brièvement. Alors, il y a beaucoup de gens que je connais sur ce webinaire, mais il faut quand même que je me présente un minimum pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Jérôme Couton, je suis associé au sein des Modillons à Vindel. Nous sommes une entreprise à la fois culturelle et, on va dire, traditionnelle, puisque nous accompagnons les dirigeants du secteur principalement industriel et culturel.
Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, nous réalisons des activités de business design, qui est un métier qui est apparu dans le courant des années 2010, qui consiste à appliquer les stratégies de design, les techniques de design à la conception de business models innovants, comment on peut améliorer notre performance sur le marché ou créer une activité en minimisant les risques tout en ayant une action significative sur nos marchés. Voilà pour me présenter rapidement donc les clients de l'entreprise. Alors je ne parlerai pas du segment culturel, mais plutôt la partie qui vous intéresse, hein, la partie industrielle. Nous travaillons pour des dirigeants des grands comptes, voilà, les entreprises comme Vinci, Orange, Naval Group, Schneider Electric, j'en oublie certainement, nous ont fait confiance et nous font toujours confiance. Des ETI, principalement dans le sud de la France. Les clients que j'apprécie beaucoup sur les ETI sont ces entreprises sous-traitantes, les gros sous-traitants de l'aéronautique ou de l'automobile qui sont dans une période extrêmement chahutée et qui ont donc besoin de design, qui ont besoin d'une pensée un peu différente et performante pour s'adapter sans cesse à ce monde désormais changeant. Et puis, voilà, quelques activités aussi de création, alors sur Poitou-Charentes notamment à Angoulême, où j'apprécie beaucoup accompagner les créations de projets, les lancements de projets, et puis voilà, toujours 2 ou 3 startups sur les incubateurs parisiens qui continuent de nous faire confiance et qui nous font confiance pour leur accompagnement. Donc voilà un peu le panel de clients qu'on peut avoir, et la conférence de ce matin est fortement inspirée des 2 mois qui viennent de passer en compagnie de nos clients, et je vais essayer de à la fois vous expliquer ce que l'on fait, bien sûr, hein, puis de vous donner du feedback par rapport à ce que l'ont vécu les autres pendant ces 2 mois, et c'est l'occasion de partager ensemble en fait sur ces impressions, c'est ce que l'on est en train tous de vivre, et d'ensemble, du coup, de voir comment s'adapter concrètement à cette période si particulière et totalement inédite. Alors, si j'ai pas plus de questions que ça, c'est tant mieux. Je vais tout de suite attaquer dans le vif du sujet pour rentrer dans la conférence. Alors, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas interagir avec vos regards comme on le fait en situation de présence. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à utiliser les questions ou les chats, voire même le son, pourquoi pas, pour intervenir. J'apprécierais énormément vos interactions tout au long de cette présentation. Alors allons-y. Alors, je vais laisser cette... j'ai envie d'essayer de la faire pour garder un minimum quand même d'interaction avec vous et me permettre d'avoir un retour. Je vais laisser mon écran comme ça. Je ne vais pas partager en plein écran, parce que si je le partage en plein écran, je n'aurai pas vos retours et ça me pénalisera. Bien, des décisions stratégiques gagnantes. Alors, ça on en a besoin en permanence, hein, mais en ce moment, nous devons gérer tous une sortie de crise. J'ai vu que quand je dis tous, hein, c'est une grande diversité dans notre audience ce matin. Vous êtes tous dans des situations de sortie de crise malgré votre diversité d'activités. Encore une fois, c'est une chose tout à fait inédite. Alors, sortie de crise sans sortie de piste, ça c'est pour mettre un petit mot d'esprit quand même, dans ces moments compliqués. Alors, on va essayer, nous les entrepreneurs, dans cette sortie de crise, entrepreneurs ou associations, puisque je vois des représentants d'associations ou des accompagnants d'associations, c'est pratiquement les mêmes problématiques, pas tout à fait, mais on est dans les mêmes esprits, en tout cas. La crise est tellement intense que les frontières s'effacent un peu en ce moment. Accélérer sans perdre le contrôle, hein, ça implique que nous devons déjà prendre conscience de notre manière de penser, comment je pense habituellement et comment dans cette situation de crise, ma pensée peut-elle évoluer, comment on se comporte en fait. Ensuite, on va voir comment on pense à un nouveau produit ou service
Eh bien, oui, le monde a changé. Donc, votre entreprise va devoir identifier qu'est-ce qui a changé dans votre environnement, quels sont les éléments qui ont changé chez vos clients, qu'est-ce qui a changé pour eux, qu'est-ce qui a changé chez vos concurrents, qu'est-ce qui a changé dans votre environnement, hein, chez vos stakeholders, chez toutes vos parties prenantes. Il y a eu aussi du changement. Et donc, vous n'avez d'autre choix que d'adapter votre modèle économique. Alors, on va voir adapter son modèle économique, hein, ça veut dire penser peut-être un nouveau produit, un nouveau service, ou en tout cas améliorer un produit existant ou un service existant, l'adapter à la situation. On va voir comment on pense ça. On va voir aussi comment on pense une nouvelle stratégie, comment les entrepreneurs font pour imaginer des plans, avancer dans l'incertitude. Et puis enfin, nous découvrirons les outils que j'ai plaisir à déployer chez nos clients, qui sont des outils de design, qui est devenu mon métier aujourd'hui, à travers peut-être des micro-ateliers découvertes qui seront plutôt des échanges questions-réponses entre nous en réalité, où je vous demanderai de me challenger sur des questions qui vous concernent peut-être directement, en tout cas celles que vous souhaitez partager avec nous. Voilà. Bien, les choses en réalité commencent de cette manière-là. Ce n'est pas un problème technique, hein, il s'agit bien d'une page blanche. Nous sommes peut-être un peu dans cette situation-là, où, sortis de confinement, nous découvrons un monde un peu nouveau, avec des choses qui ont changé, nos supply chains ont changé, nos relations extérieures ont changé, notre marché a changé, nos clients ont changé, donc nous sommes un peu comme ça, dans une terra incognita, une sorte de page blanche dans laquelle il va falloir écrire une nouvelle histoire, ou en tout cas poursuivre notre histoire engagée jusqu'à aujourd'hui. Tabula rasa. Essayons de penser en dehors de notre système de pensée d'avant. Voilà ce que je veux vous dire avec cette slide. Essayons de nous débarrasser de nos préjugés, de ce que l'on croyait vrai avant, pour avancer ensemble, au moins sur ces quelques minutes que nous passons ensemble. Bien. Notre manière de penser, notre façon de voir le monde ressemble beaucoup à ça, en partie. Hein. Pour moitié, nous pensons en regardant des arcs-en-ciel. C'est sans doute une touche d'optimisme que je vous propose ce matin avec cet arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel, les plus scientifiques d'entre vous me diront, voilà, cet arc-en-ciel représente la lumière, et la lumière, ce sont des milliards de couleurs, et donc un arc-en-ciel a des milliards de couleurs. Les plus agiles d'entre vous me diront, bah, un arc-en-ciel, c'est cette couleur, et c'est comme ça. Alors, un arc-en-ciel, une infinité de couleurs, ou 7 couleurs. L'infinité de couleurs est l'état naturel de la lumière. Seulement, pour le penser, notre cerveau n'y a pas accès. Ces dimensions-là ne sont pas accessibles à nos capacités cognitives. Alors que fait notre cerveau? Il simplifie. Et quand notre ami Newton a découvert la manière dont la lumière se comporte à travers un prisme, et qu'il a observé cet arc-en-ciel de manière plus scientifique, il a observé 6 couleurs. Bon, à l'époque, il en a rajouté une, parce que si c'est la lumière représentant Dieu, bon, le si c'est Dieu, ça n'allait pas très bien ensemble, donc il a rajouté le magenta pour faire 7. C'était plus sûr à l'époque, hein, quand on mettait des thèses scientifiques, ça évitait des problèmes passés. Donc l'arc-en-ciel aujourd'hui a 7 couleurs, parce que Newton a un peu flippé, mais j'aime beaucoup cette petite anecdote, mais ça vous montre aussi à quel point nos concepts peuvent s'éloigner de la réalité naturelle, pour représenter des choses acceptables pour notre cerveau, en tout cas traitables par nos capacités cognitives. C'est ce que l'on fait quand on met cette couleur dans un arc-en-ciel. Eh bien, quand vous regardez vos clients, quand vous regardez la complexité de vos clients, quand vous regardez la complexité de votre modèle économique, il serait préférable, effectivement, de constituer une sorte d'arc-en-ciel pour segmenter un petit peu cette complexité, trop grande pour nos capacités cognitives à nous, dirigeants, hein, qui ne sommes pas des super-héros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de segmenter. Deuxième manière de penser, si je vous montre cette œuvre de Magritte,
Ceci n'est pas une pipe, en effet, puisque ceci, comme nous le dit Magritte, avec un peu de malice, ceci est la représentation d'une pipe. Nous n'avons d'autre choix que de regarder le monde à travers nos représentations et toutes les erreurs qu'elles supposent. Bien évidemment que ceci n'est pas une pipe. Vous pourrez mettre tout le tabac que vous voulez sur votre écran, ne mettez pas le feu à votre écran, ça ne servira à rien, cette pipe ne fumera jamais. C'est une représentation. Et pourtant, votre cerveau, instantanément, quand cette page s'est affichée, a vu une pipe. Vous ne vous êtes pas du tout posé la question de critiquer cette représentation. Eh bien, nous, aujourd'hui, les entrepreneurs, nous devons beaucoup, ou les dirigeants d'associations, pardon, puisqu'ils sont ici représentés, nous devons nous méfier de nos représentations, parce que nos représentations du monde datent d'avant cette crise Covid. Soyons vigilants, je ne dis pas qu'elles sont fausses, je dis attention. Est-ce que la manière dont on représentait le monde avant la crise, vos clients, vos fournisseurs, votre environnement général, l'endroit où vous avez implanté votre entreprise, est-ce que la représentation que vous vous faites de tous ces éléments est-elle encore juste aujourd'hui? Est-elle encore fidèle à la réalité? Si vous ne mettez pas en cause ces représentations, vous ne saurez pas trouver les voies vers les bonnes questions que sont qu'est-ce qui a changé. Donc je vous propose de reconsidérer certaines de vos représentations. Faites le choix dans ce qui a évolué. Une fois que vous avez vu ce qui a évolué, eh ben, méfiez-vous des représentations passées. Et constituons de nouvelles représentations. Essayons de représenter plus fidèlement encore notre environnement aujourd'hui. C'est le travail probablement que vous avez déjà engagé depuis 2 mois, comme la plupart des dirigeants. Bien. Puisque nous segmentons, puisque nous représentons, qu'est-ce que nous en faisons? Eh bien, la plupart du temps, les dirigeants pensent le monde de 2 manières. Et nous avons 2 manières, en fait, de penser notre environnement, le monde, là où nous nous situons. Je vous l'ai dit, des simplifications d'un côté. Donc, ces simplifications, c'est ce qu'on verra en fin de la présentation, sur des concepts, des idées. Je vais vous proposer des simplifications pour représenter ce monde. Et à partir de ces simplifications, nous réalisons le monde, nous réalisons des projets. Et c'est comme ça que nous allons vers le monde, en fait, grâce à ces simplifications. La complexité que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons, le monde ayant changé, nous devons regarder ce monde et par induction, en déduire de nouvelles simplifications. Et ça, c'est quelque chose de peu habituel dans notre raisonnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a coutume de faire. Il s'agit donc de prendre un peu d'agilité sur cette induction. Pour vous illustrer ça, si je vous pose une question, je pourrais vous demander un exemple de voiture, c'est là, et habituellement, les participants me répondent la Clio, la 208, pour essayer d'équilibrer les voitures françaises en concurrence, puis je vais en oublier, mais vous avez compris, ça peut être la 4L, la 2 chevaux, tout ça sont des exemples de voitures. Je déduis, à partir d'une simplification qui est la voiture, le concept qui est la voiture, je déduis le monde de la voiture en listant toutes les voitures que je connais. C'est facile, c'est simple, c'est aisé pour notre cerveau. Par contre, si je vous dis la voiture, c'est un exemple de... Ah ben oui, mais c'est plus du tout pareil. La voiture, c'est un exemple de moyen de transport. Oui, d'accord, évidemment. C'est aussi un exemple de représentation d'un statut social. Vous ne percevez pas la personne de la même manière en fonction de son véhicule, consciemment ou inconsciemment. Donc, la voiture, c'est un exemple de statut social, de représentation de statut social. C'est un exemple de quoi d'autre? C'est un exemple de risque sur la route, c'est un exemple de ressources pour l'État. Les automobilistes ne manquent pas de le rappeler régulièrement, qu'ils contribuent largement au budget de l'État. L'automobile, c'est un exemple d'univers de design, c'est un exemple de tendance. L'automobile représente
énormément de simplifications, de concepts, de modèles, de théories. Donc on voit le monde de ces deux manières-là, déduction, qu'on utilise très souvent dans notre activité quotidienne, et induction, plus rarement, chose à laquelle on est moins habitué, mais qui est particulièrement importante en ce moment, parce que nous devons recapter le monde, refaire ces simplifications, et en tirer des représentations. Bien. Si ce modèle de pensée vous a un petit peu interpellé, si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette manière de penser, hein, rien de surprenant à ça, je le souhaite. Si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à poser des questions, comme le dit Laetitia. Et on va regarder maintenant, si ce système de pensée vous parle, à la manière dont on approche notre pensée stratégique, c'est-à-dire comment j'envisage l'incertitude, l'avenir, comment j'essaye de construire une stratégie pour avancer, pour aller vers l'avant, et comment je peux faire un design de cette stratégie. Et je vais commencer par vous proposer cette image. Rien de stratégique dans cette image, soyons clairs. Par contre, si je vous pose la question, que voyez-vous là? Eh bien, la plupart du temps, dans mes conférences, les gens présents, alors mon audience évidemment, hein, c'est plutôt des cadres, des chefs d'entreprise, etc., ou des étudiants de l'enseignement supérieur. Donc ces gens-là, habituellement, me répondent en deux parties. Certains me répondent c'est un vélomoteur, d'autres me répondent merci Nicolas, c'est un vélomoteur en effet. Voilà, ça marche l'interaction, ça j'aime beaucoup. Oui, c'est un vélomoteur, mais on peut voir aussi une moto, pourquoi pas. Alors le vélomoteur, évidemment, hein, le piège est tendu, bien sûr que vous voyez là un cadre de vélo, des pédales, c'est un vélo à n'en pas douter, mais on y a mis un moteur. En 1925, le vélo existe depuis un moment, le moteur à explosion aussi, et Mania de Bon a choisi de faire un merge, de mutualiser, voilà, de fusionner, voilà, je trouve mes mots, de fusionner ces deux technologies pour n'en faire qu'une. Et notre cerveau nous dit que c'est un vélomoteur assez naturellement. Eh bien, méfiez-vous de ça aujourd'hui parce que les dirigeants qui vont réussir, en fait, sont ceux qui verront plutôt une moto et ils sont rares. Nous ne voyons pas naturellement une moto dans cet appareil, évidemment. C'est très compliqué même de voir une moto dans cette image. Alors pourquoi il serait important d'arriver aisément à y voir une moto? Parce que, tout simplement, un vélomoteur, vous en verrez très peu rouler à 300 km/h sur circuit fermé, j'entends. Par contre, des motos, elles roulent à 300 km/h. Même des motos de série qui vous sont proposées pour aller à 300 km/h sur circuit toujours. Alors, entre un vélomoteur et une moto, quelle est la différence? Le langage. Tant que nous restons dans le concept de vélo-moteur, nous ne penserons jamais à la performance potentielle de cet assemblage d'un cadre de vélo et d'un moteur. Eh bien, dans les entreprises, souvent nous faisons ça. Nous pensons souvent comme ça. Regardez juste le terme imprimante 3D. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui utilisent des imprimantes, certains en tout cas qui utilisent des imprimantes 3D. Sincèrement, vous pensez que ce terme est adapté? Vous croyez que la fabrication additive est réellement une imprimante? C'est vraiment si simple que ça? Tant que nous penserons avec ce terme imprimante 3D, est-ce que nous exploiterons réellement la capacité de cette technologie? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Nous devons imaginer des termes, des mots, nous devons créer des concepts et des représentations plus ambitieuses aujourd'hui que simplement l'association des technologies passées pour les représenter. Quand nous utilisons, et nous le faisons la plupart du temps, hein, toutes les innovations aujourd'hui sont issues d'innovations passées, sont des adaptations, sont des mélanges, sont des cumuls hein, de diverses technologies, eh bien cessons d'appeler ces innovations par les mots du passé, même si elles sont très pratiques pour nous dire d'où elles viennent, mais on s'en
fous, franchement, d'où elles viennent. L'important, c'est où on va aujourd'hui, où on va. Bien. Deuxième chose, quand nous pensons à un nouveau produit ou un nouveau service, nous pensons souvent de cette manière-là. Je vous ai représenté là, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont des fidèles du circuit des remparts, ces flèches directionnelles qui équipaient les voitures dans les années 20 également. Je reparle des années 20 parce que c'était une révolution industrielle. Nous étions dans la quintessence de cette révolution industrielle. Et à n'en pas douter, ce début de siècle est également une autre révolution digitale. Et donc, nous sommes dans les mêmes systèmes de pensée à peu près. J'arrête là les comparaisons, il n'y a rien à voir autrement. Les systèmes de pensée m'intéressent. Oui, bravo, Sylvie. Et donc ces flèches directionnelles, d'où elles viennent en fait? Elles viennent d'une problématique très simple. Sur la route, avant, nous devions tendre le bras pour indiquer notre changement de direction. Eh bien, tendre le bras pour changer de direction, compte tenu de l'évolution du flux automobile, ça devenait extrêmement dangereux. Et donc, on a demandé la fine fleur des ingénieurs automobiles d'imaginer un système qui permettrait d'éviter de sortir le bras de la voiture. Et vous voyez bien, la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est un bras mécanique, c'est-à-dire reproduire ce que fait la nature. Nous, on reproduit exactement le mouvement, mais on va l'automatiser. Et ça, nous faisons ça dans nos entreprises tous les jours. Nous regardons une tâche répétitive, nous regardons une action répétitive, et nous allons essayer de l'améliorer grâce à des automatismes pour en améliorer la performance et la rapidité. Ben oui, mais seulement à l'époque, l'ampoule existait déjà, les relais existaient déjà. Nous pouvions tout à fait faire clignoter une ampoule dans les années 20, quand on a créé ces flèches directionnelles. Alors pourquoi n'avons-nous pas tout de suite utilisé l'ampoule? Parce que nous pensons d'abord dans le passé. Nous regardons ce qu'il se fait et nous essayons de l'imiter. Alors, vous voyez là toutes les limites de la logique des biomimétismes, etc., même si elles sont très utiles, mais attention, nos usages doivent rester avant tout la priorité de notre réflexion. Si nous mettons les fonctionnalités en avant, eh bien, nous faisons fausse route et nous ferons des produits, des services qui ne seront pas adaptés aux usages. Donc, l'entreprise qui doit s'adapter aujourd'hui doit bien garder en tête que sa nature, votre pensée, votre équipe va d'abord vous proposer des choses, naturellement, va vous proposer des choses issues du passé et vous conduira à produire des flèches directionnelles. Naturellement, il ne faut pas les en blâmer. Nous sommes constitués de cette manière-là. Notre cerveau est fait pour penser comme ça. Mais la pensée stratégique vous amènera à aller directement au clignotant à ampoule. Vous voyez? Et cette pensée stratégique, elle n'est pas magique. Il s'agit juste d'une méthodologie, d'une manière de déployer ces projets qui vous permettra d'éviter cet écueil de la flèche directionnelle, d'éviter de perdre du temps avec des technologies ou des solutions qui sont finalement peu adaptées aux usages. Et pour ça, le design est bien pratique. Pour appuyer mon propos, je vous ai sorti cette petite statistique. Pourquoi les startups se plantent? Pourquoi nos projets échouent? Pourquoi nous échouons? Eh bien, cette étude, surprenante, nous montre que les premières causes d'échec de nos projets, c'est simplement parce que nous construisons des produits et des services dont personne ne veut. 36% des échecs. Vous vous rendez compte? 36% des échecs. Si nous évitions tous ces échecs, imaginez l'économie réalisée. Parce que tout ça, c'est du cash qui a brûlé à un moment ou à un autre. Tout ça parce que nous n'avons pas construit un produit ou un service que les gens veulent. Voilà, c'est notre réalité. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je vous dis juste que c'est la réalité. C'est comme ça que nous pensons. Et c'est contre ça, contre cette nature de pensée, que nous devons faire l'effort de nous déplacer. Et pour ça, la meilleure manière de penser, c'est donc l'induction, parce que ce qui nous conduit à produire des biens et des services dont personne ne veut, c'est plutôt notre pensée déductive.
Or, l'induction nous permet de faire des choses assez extraordinaires. Je voulais vous montrer l'exemple de Philips, hein, mais je pourrais vous en citer, je vous en citerai sans doute d'autres, oui, encore un peu de temps. Philips, vous le connaissez tous parce qu'ils font des ampoules, des écrans, bref, du petit électroménager. En 2006, Philips a failli disparaître. L'ouverture de l'Europe au marché chinois leur a cassé les pattes. Ils étaient absolument plus concurrentiels. Ils ont failli être achetés d'ailleurs par les Chinois. Et en fait, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont fait un grand brainstorming, ils ont essayé de repenser, ils sont partis en induction, et cette induction a produit la chose suivante, hein, je caricature un petit peu, pardon, mais Philips, sachant faire des micro-ondes, étant excellent dans la fabrication de micro-ondes, s'est dit, ben, dans cette technologie, cette typologie de technologie, dans quel secteur, dans quel segment de marché en croissance, en forte croissance, ou segment de marché qui est plein d'espoir, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin, comment ils pourraient avoir besoin de nos technologies. Donc, ils ont listé les segments de marché qui étaient plein d'espoir, qu'on voyait se développer, qui étaient prometteurs de croissance, et ils ont vu que les hôpitaux étaient en difficulté, que les moyens dans les hôpitaux se réduisaient, et donc qu'on avait tendance, dans le monde entier, c'est une tendance mondiale, à faire plus d'ambulatoires et laisser les gens moins longtemps à l'hôpital. Et du coup, immanquablement, pour réduire ses coûts d'hospitalisation, pour réduire ses coûts de santé, il allait falloir favoriser la santé à domicile. Or, qu'est-ce qu'on a besoin quand on veut faire de la santé à domicile? Eh ben, on a besoin, par exemple, en cas de naissance d'un prématuré, si on veut que maman et l'enfant rentrent plus vite à la maison, eh ben, il faut une couveuse. Et une couveuse, c'est quoi? Ben, c'est un peu un four micro-ondes, hein. On va juste régler le potentiomètre correctement. C'est tout. Mais technologiquement, c'est très proche. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pense en induction. Hein. C'est j'ai une technologie, j'ai des savoir-faire, il ne s'agit pas de les remettre en question, puisque ça, c'est trop long, trop coûteux à faire pour l'entreprise. Par contre, qui d'autre que mes marchés actuels pourrait en avoir besoin de ces compétences et de ces savoir-faire? Où est-ce qu'il serait une solution là où il y a de la croissance? Et dans toute période de crise, vous trouverez des segments en croissance. En ce moment, si je vous parle de la pharmacie, vous n'allez pas pleurer sur le sort de l'industrie pharmaceutique. Je ne pense pas. Si je vous parle de packaging, vous ne pleurerez pas sur le sort des industriels du packaging. Étonnerait. Vous voyez? Il y a bien des secteurs qui s'en sortent et qui évoluent. Il est intéressant d'observer le secteur de l'énergie en ce moment. Bon, je ne fais pas de pari, mais voilà, il y a des indicateurs quand même qui montrent que certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres. Et il y a toujours des nouvelles opportunités qui apparaissent. Certes, il y a des nouvelles opportunités qui apparaissent, mais est-ce qu'elles sont durables? Est-ce que ça va durer longtemps? Comment est-ce que ça vaut le coup d'investir? C'est beaucoup de questions que vous vous posez à ce moment-là. Et ces questions, on n'y échappe pas, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, je travaille avec Edgar Morin sur sa chaire à l'ESSEC Business School. Enfin, je me contente d'ingurgiter la pensée d'Edgar Morin, qui est une pensée tout à fait pertinente et astucieuse. Et Edgar Morin nous dit qu'en fait, l'incertitude, on peut la simplifier en deux grands types d'incertitudes. C'est ce qu'il a constaté dans ses travaux. Deux grands types d'incertitudes. Première incertitude, y aura-t-il une seconde vague de Covid-19? Réponse facile, il suffit d'attendre. Si on attend, on va savoir la réponse. Qui va gagner la Coupe d'Europe de foot l'année prochaine? Pareil, il suffit d'attendre pour savoir. C'est pas extrêmement compliqué, c'est une incertitude où on sait ce qu'on ne sait pas. Et je pense que si vous regardez votre entreprise, eh ben, vous voyez bien les typologies, les éléments que vous savez que vous ne savez pas. Par contre, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est cette incertitude de type 2, et souvent on ne veut pas la voir, on ne veut pas y réfléchir parce que trop complexe. On y perd du temps, souvent on tourne en boucle dans l'incertitude de type 2. Hein. Mais si je vous dis, compte tenu des aléas sanitaires et climatiques qui nous attendent à présent, comment allez-vous sécuriser vos flux logistiques? Mais c'est une question vache, ça, je ne devrais jamais vous poser cette question-là. Pourquoi? Parce qu'elle est impossible à répondre, c'est beaucoup trop complexe, on ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Qui peut répondre à cette question, à part un chaman, un devin, voilà, je ne sais pas, mais personne ne peut répondre sereinement à cette question.
Alors on préfère l'éviter, alors on préfère ne pas la voir, c'est notre nature humaine aussi. C'est ce genre de problème, on ne veut pas les voir, ces problèmes de type 2, ces incertitudes de type 2. Et pourtant, c'est là que se cache la valeur. C'est là que se cachent vos opportunités de valeur. Regardez bien ce que je vis moi aussi au quotidien avec les entreprises. Je peux vous citer l'exemple de HP vs Dell, je n'ai pas vécu cet exemple, évidemment. Je peux vous citer des exemples que j'ai vécus, mais dans l'incertitude de type 2, ce qui est mortel, c'est de dire « Ouh là là, il suffit d'attendre, on verra bien. » On verra bien. Je vous cite l'exemple de HP vs Dell. Pourquoi? Parce que si vous regardez le modèle d'HP, pour faire très très simple et simplifié à l'extrême, HP, en fait, fabrique des ordinateurs et vous les vend. C'est ça le modèle très simplifié d'HP. Ils fabriquent des ordinateurs et ils vous les vendent. Dell, eux, vous vendent des ordinateurs, puis les fabriquent. Ce n'est pas le même modèle. Vous en apprécierez la différence. L'un va dépenser de l'argent pour fabriquer l'ordinateur et peut-être vous le vendre. Dell, lui, quand il fabrique un ordinateur, il est déjà vendu. Le cash est déjà dans l'entreprise. Vous voyez, d'un point de vue du modèle économique, de l'équilibre entre la structure de coûts et le flux de revenus, c'est pas la même. Il y en a un qui sort le cash d'abord et qui espère le revenu, l'autre a le revenu et sort le cash. Vous voyez comment Dell s'est débarrassé déjà de pas mal d'incertitudes de cette manière-là. Et un jour, en 2007, je crois, il y a eu une grosse grève à San Francisco chez les dockers. Et qui a été le plus emmerdé de HP ou de Dell, qui fabriquent tous les deux dans la Silicon Valley? Et qui a été le plus emmerdé? HP, bien sûr. HP avait fabriqué des ordinateurs et ne pouvait pas les vendre puisque les bateaux ne partaient pas. Dell, lui, continuait d'engranger des commandes. Alors certes, il y avait des retards à la livraison, mais pas de ma faute. Bref, des dockers. Les comportements des deux entreprises n'étaient pas les mêmes. HP a failli en crever de cette grève des dockers, en tout cas ceux qui fabriquaient les ordinateurs. Dell s'en est très bien sorti. Vous voyez? Dans l'incertitude de type 2, typiquement une grève de docker, c'est pas une incertitude de type 1, c'est pas un aléa où on sait ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait même pas que ça peut arriver un jour. Donc c'est un aléa de type 2. Eh bien, dans nos modèles économiques, puisque l'on sait que cet aléa est probable, on peut tout à fait s'y préparer. Aujourd'hui, les règles du jeu changent, et dans ce cas, c'est toujours l'expert qui est embêté. Plus ça change, plus c'est la même chose, on dit. Pour illustrer ça, dans les phases d'incertitude, ce n'est pas les experts qui sont les plus à l'aise. Si je vous prends l'exemple d'un jeu d'échecs, les joueurs d'échecs, les amateurs, dans les clubs, on a l'habitude d'inviter des pros à jouer avec nous, et ce qu'on adore par-dessus tout, c'est que le pro prenne plusieurs tables en même temps, plusieurs joueurs du club en même temps, et battent tout le monde à plat de couture, ça marche à tous les coups, c'est très spectaculaire, un type qui vous fait 15 parties en même temps et qui gagne les 15 parties contre 15 autres types, c'est absolument incroyable. Très bien. Sauf qu'un jour, on a eu le malheur de s'amuser à changer une règle du jeu, le déplacement du fou, qui est devenu diagonal au lieu d'être en L. Et ben, cette simple règle du jeu a fait que notre pro a perdu 15 fois contre les 15 joueurs du club. Quand les règles changent, les experts sont en difficulté. Toujours. Je voulais également vous montrer une photo un peu plus contemporaine qui date des données qui sont très récentes. Ces datas ont à peine 15 jours. Voilà ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Voilà ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Et je le vérifie chez mes clients. Voilà comment on se prépare à la récession, au rebond, ou comment les entreprises se comportent pour réimaginer l'avenir et leurs plans de cette année et des années suivantes. 56% des entreprises ont commencé une action de réduction des coûts. Probablement, depuis 15 jours, ce chiffre a considérablement évolué, en tout cas je le souhaite. 40% ont planifié cette action de réduction des coûts, et 4%, hélas, n'ont rien fait du tout. « 41% des entreprises
ont préparé des scénarios pour un rebond de la demande. 41% ont commencé à mettre en œuvre ces scénarios, 42% les ont simplement planifiés, 17% n'y ont même pas pensé. 25% des entreprises ont commencé une action pour identifier les segments de croissance sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux canaux de vente, pour s'adapter en fait à cette crise. 37% ont planifié cette action, 37% n'ont rien fait. 25% des entreprises évaluent la performance de leur investissement ou mesurent les opportunités d'investissement actuelles. 35% l'ont à peu près planifié, 40% n'ont rien fait. Et enfin, seulement 22% des entreprises ont concrètement préparé leur supply chain pour le rebond. C'est-à-dire que si jamais votre demande repart, comment allez-vous produire? Quelle stratégie allez-vous déployer pour répondre à cette demande éventuellement brutale en retour? Eh bien, seulement 22 ont commencé à engager des actions concrètes dans cette voie. 47% des autres entreprises y l'ont au moins planifié et 30% n'ont absolument rien fait sur ce segment. Donc, je vous laisse évaluer vous-même où vous en êtes et regarder ces différents éléments, parce que vous avez là, en réalité, les 5 grandes clés de le comportement de l'entrepreneur dans cette période de crise. Bien évidemment, quand vous voyez vos ventes s'effondrer, votre réflexe, vous adaptez votre structure de coût. Ça, vous l'avez bien fait. Certains l'ont fait que le penser, ils se disent, je vais attendre un petit peu, d'en savoir plus pour maintenir, et puis je vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition pour occuper mes gens. J'entends ce terme très concrètement aujourd'hui. Je vois des patrons dire il faut que j'occupe mes gens, je dois conserver mes compétences à tout prix en cas de reprise, etc. Alors oui, bien sûr, conserver les compétences, c'est stratégique pour l'entreprise, mais pas à tout prix. Il faut trouver des solutions dans l'entreprise pour à la fois conserver les compétences et maîtriser nos coûts. Il y a un peu de travail. Les scénarios de retour à une demande importante, je suis très surpris de voir que 17% n'y ont même pas pensé. N'ont rien commencé dans ce sens. C'est énorme, c'est considérable. C'est inquiétant. Bon, etc. On va pas reprendre tous les 5 items, mais voilà la photo de ce qui se passe. Et je dois vous avouer que je trouve ça un peu inquiétant. Et ça correspond aussi à une réalité de ce que je perçois, à la fois dans le segment aéronautique et sous-traitance automobile, mais aussi sur d'autres segments. Dans les entreprises culturelles, c'est aussi la même chose. On n'est pas si agile que ça en réalité. Et il faut savoir faire notre autocritique et se remettre en question. Nous devons aller plus loin dans notre pensée de la crise, je crois. En tout cas, c'est ce que je vois, moi, sur le terrain. Et ce que je vois aussi sur le terrain, beaucoup, c'est ça. Nous avons des outils pour vous rendre plus agile. Nous avons des moyens d'améliorer la performance stratégique de votre entreprise. Recatech dispose de nombreux moyens pour vous aider dans cette démarche-là. Et pourtant, souvent, nous et je m'inclus là-dedans parce que je suis comme vous, bien évidemment, je fais pareil, je suis moi aussi ces deux personnes qui tirent la charrette quand on est bousculé. C'est vraiment, je vous assure, en ce moment, on sait ce que c'est que d'être bousculé. Et bien, on a tendance à faire ça. On ne veut pas prendre le temps de changer nos méthodes, on ne veut pas prendre le temps d'essayer de nouvelles techniques. On ne veut pas. Parce qu'on a déjà suffisamment d'incertitudes comme ça. On ne veut pas s'en créer de nouvelles. Et pourtant, si vous remplaciez cette roue carrée par une roue ronde, bien sûr que ce serait un investissement, bien sûr qu'il faudrait arrêter la charrette quelque temps. Et la vitesse à laquelle vous allez aller derrière ne vous permettra-t-elle pas de rattraper ceux qui ont gardé les roues carrées?
Bien. Alors la roue ronde, c'est quoi la roue ronde? Pour moi, comment j'ai fabriqué comment on utilise une roue ronde? Eh bien, le design nous y aide beaucoup. Hein. Si je vous montre cette image, hein, vous reconnaîtrez un business model Canvas, si vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous présente le business model Canvas. Voici l'arc-en-ciel de votre entreprise ou de votre association. Association, pas tout à fait. Hein. Nous avons bien d'autres problématiques dans les associations. Ça ne fonctionne pas comme une entreprise, une association, et donc on a adapté. Je me souviens d'une expérience conduite avec Fan Mali, où nous avons imaginé une nouvelle matrice, un nouvel arc-en-ciel pour l'association, un autre arc-en-ciel pour l'association, et qui fonctionne a priori plutôt bien. Cet arc-en-ciel-là fonctionne pour l'entreprise. Il fonctionne bien pour l'entreprise parce que, en fait, vous arrivez à simplifier la complexité de votre entreprise avec 9 blocs essentiels. D'abord, vos segments de clients, à droite. Puis votre proposition de valeur, ce que vous leur offrez. Les liens qu'il y a entre les segments de clients et la proposition de valeur. Vous voyez la distance qu'il y a entre votre produit, votre service et vos clients. Il y a une grande distance entre votre produit, votre service et votre client. Pour réduire cette distance, vous utilisez le petit cœur, c'est les relations clients, et la petite voiture, des canaux de communication. C'est cela qui réduit la distance entre votre produit, votre service et votre client. Et si vous regardez bien ce schéma, vous vous rendez compte instantanément que votre client, ce qu'il voit en premier, ce n'est pas votre produit, ce n'est pas votre service. Ce qu'il voit en premier, c'est la relation que vous avez avec lui et votre canal de communication. Si vous ne soignez pas votre relation client, si vous ne soignez pas vos canaux de communication, s'ils ne vous ressemblent pas, votre client n'aura pas accès à votre produit. Voilà ce que dit cette simplification, voilà ce que dit cet arc-en-ciel. Attention, parce que la première chose que vous voyez dans une entreprise, c'est sa relation client et sa publicité, son canal de communication. Et vous en déduisez une représentation de son offre et de son service. Et au départ, tant que vous ne l'avez pas acquis, c'est un mystère. Pour fabriquer cette proposition de valeur, vous avez besoin d'une petite usine. Pardon, je vais trop vite. Je reprends. Segment client, proposition de valeur, relation client, canaux de communication. Tout ça, si ça marche, ça crée des flux de revenus. Hein. C'est l'euro que vous avez dans la case en bas. Bien. Donc ces flux de revenus se créent, bien sûr, parce qu'à l'origine, il y a une proposition de valeur. Et cette proposition de valeur existe parce qu'il y a des clients. Cette proposition de valeur, pour la construire, vous avez besoin d'une usine. Vous la voyez représentée. Ce sont vos ressources clés et d'activités. Vos ressources clés, hein, donc le matériel, les machines, les bureaux, tout ce qui est tangible, dur, solide, tout ce que vous pouvez toucher. Voilà vos ressources clés, tout ce que vous pouvez toucher qui contribue directement à la fabrication de votre service ou de votre produit. Mais tout ce bien matériel, hein, vous l'utilisez à travers des activités. Ben oui, mais lesquelles? Quelles sont les activités que vous devez conduire avec vos ressources clés pour fabriquer la valeur? Et là, ça simplifie aussi bien les choses, puisque vous voyez d'un côté le matériel, ce que l'on peut compter, et puis de l'autre, les actions. Voilà. Est-ce que toutes mes ressources sont utilisées à travers mes activités? Est-ce que mes activités ont suffisamment de ressources pour être conduites correctement? Voilà les questions qu'on se pose. Et puis vous avez enfin les deux alliances, hein, les anneaux mêlés, ce sont vos partenaires clés, puisque vous ne pouvez pas réaliser toutes les activités de l'entreprise pour créer la valeur, vous n'avez pas tous les biens, les produits et les ressources pour fabriquer votre proposition de valeur, vous avez donc besoin de partenaires clés. Hein, ce sont, s'ils font des activités, des sous-traitants, s'ils vous fournissent des biens, des services, ce sont des fournisseurs. Voilà la différence, mais ce sont toujours des partenaires clés. Et tout ça constitue la case du dessous qui est restée vide parce que j'ai oublié de mettre une petite icône comme les autres. Hein. Mais ici, c'est votre structure de coût que vous allez placer, c'est-à-dire comment l'argent sort de l'entreprise. Et ce que vous voyez, c'est que les flux de revenus à droite, où il y a l'euro, et ce bloc structure de coût, dans votre modèle économique, déjà de manière géométrique, ils sont similaires et symétriques. Et dans la vraie vie, dans l'entreprise, c'est pareil. Nous, les entrepreneurs, nous passons notre vie à ajuster notre structure de coûts en fonction de nos flux de revenus
Et bien sur cette matrice, sur ce modèle, ils sont l'un à côté de l'autre dans des dimensions identiques. Votre cerveau appréciera beaucoup de les représenter de cette manière-là, car c'est très confortable pour l'entrepreneur du coup de visualiser sa structure de coûts, son flux de revenus en même temps, et du coup on peut comparer bien plus aisément que si on devait faire ce travail tout seul, avec notre seul esprit. Cette représentation est le fruit de plus de 15 ans de recherche de la part de Yves Pigneur et d'Alexander Osterwalder, qui ont analysé plus de 15 000 entreprises, ont consulté plus de 5 000 chefs d'entreprise pour réaliser cette simplification et cette matrice. Et ça fait maintenant, personnellement, moi, ça fait 10 ans que je l'utilise, et je n'ai jamais trouvé de faille, je n'ai jamais pu remettre en question cette simplification. Ça marche à tous les coups, toutes les entreprises ressemblent à ça, toutes celles que j'ai croisées en tout cas, effectivement, ressemblent à ça. Bien. Ce qui est compliqué pour nous, hein, les entrepreneurs, c'est de comprendre nos clients. Je vous l'ai dit, nos clients sont complexes. Pour ceux d'entre vous qui travaillent en B2C, hein, c'est-à-dire directement auprès des consommateurs et du grand public, c'est une complexité infinie, totalement insondable. Un jour, je parlais avec le directeur d'Enedis, qui me disait qu'il connaissait bien ses clients. Et je lui dis, non, tu te trompes, tu ne peux pas connaître tes clients, c'est pas possible. Tes clients, c'est nous tous, c'est la France entière, tes clients. Donc, comment peux-tu connaître des millions de personnes, hein? Non, tu ne les connais pas bien. Par contre, tu les as simplifiés, tu les as segmentés. Il y a des CSP+, il y a des CSP-, il y a des urbains, il y a des ruraux. Voilà. Enedis a segmenté ses clients. Il y a 17 segments clients chez Enedis. Ben, avec 17 segments, ils arrivent à comprendre un peu tout le monde. Je pense que bientôt, ces segments vont se réduire. Ils vont encore simplifier pour réduire, bien sûr, les coûts. Mais 17 segments, c'est déjà bien, mais c'est déjà une grande simplification pour Enedis. Alors, pour nous simplifier la vision client, y compris quand on est dans le B2B, hein, dans le B2B aussi, hein, le client est complexe, eh ben, nous avons ajouté une autre simplification, et vous le voyez, le cercle dans le segment client. Alors, le client, c'est le cercle. Hein, pourquoi? Parce que le client, en fait, nous, les entrepreneurs, on se dit, on ne le changera pas. Il est comme ça. Il faut apprécier la réalité. C'est votre œil, c'est votre regard, une lunette, c'est rond. Enfin, les miennes, en tout cas. Et donc, voilà, c'est la réalité que vous avez là. Vous ne pouvez rien contre ça. Vous ne pouvez pas changer votre client. Le client, vous allez le regarder à travers différentes choses, c'est-à-dire ses aspirations, ce qu'il cherche à faire, ses bénéfices et ses problèmes. Vous cherchez tous à faire quelque chose. Quand vous y pensez en ce moment, vous voyez ce que vous cherchez à faire. Vous espérez tous des bénéfices. Je suis certain que vous y pensez en ce moment, aux bénéfices que vous espérez. Et tous ceux qui font, hein, vous le savez encore mieux que moi, sans doute, tous ceux qui font quelque chose ont des problèmes. C'est comme ça. Eh bien, apprenez cela de vos clients, cherchez à comprendre ce qu'ils font, cherchez à comprendre les bénéfices qu'ils recherchent et les problèmes, trouvez des adéquations, c'est-à-dire trouver les produits et les services qui nourrissent leurs aspirations, trouvez les créateurs de bénéfices pour eux, trouvez les solutions à leurs problèmes, et vous aurez là de nouveaux produits, de nouveaux services efficaces. Voilà. Mais cette adéquation, elle est extrêmement difficile à faire en réalité. C'est très simple à dire, très difficile à faire, c'est beaucoup de travail en tout cas. Et cette adéquation, en plus, elle est fragile dans le temps. Il faut la remettre en question en permanence parce que le cercle change en permanence. Le cercle évolue, notamment en ce moment. Soyez vigilants. Et puis, je vais avancer un peu plus vite pour terminer. Une fois que vous avez ça, vous pouvez produire des hypothèses, hein, c'est-à-dire que puisque mon cercle est de cette manière-là, eh ben, je vais émettre une hypothèse. J'ai constaté que sur le terrain, le cercle, c'est ça. Hein, j'ai des preuves que c'est ça. Eh bien, je vais quand même, à partir de là, émettre une hypothèse en disant, ben, mon carré, mon offre, mon service, ma création de valeur, eh ben, je pense que c'est de ça qu'ils ont besoin. Voilà l'hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Même si vous maîtrisez parfaitement le cercle, même si vous pensez que vous avez la réalité du cercle, le carré n'est pas, dans un premier temps, une réalité, c'est une hypothèse et qu'il convient de tester. À partir de cette hypothèse, vous allez concevoir un modèle économique, vous allez concevoir un premier prototype, une esquisse, quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez faire, que vous pouvez montrer à vos cibles, à vos clients, et mesurer leur satisfaction quant à votre idée, à la représentation, en tout cas, du nouveau service ou de la nouvelle proposition de valeur que vous allez faire, et vous allez mesurer la satisfaction de vos clients.
Ils vont bien sûr critiquer votre nouveau service ou votre nouveau produit, donc vous allez apprendre de ces critiques, formuler une nouvelle hypothèse et faire des itérations comme ça, hein, ça fonctionne comme ça, on tourne en boucle. En fait, on produit une hypothèse, on conçoit quelque chose, un prototype, on mesure sa performance, on en tire des conséquences, on formule de nouvelles hypothèses plus performantes pour notre produit et il évolue. Je pense que chacun peut ressentir ça dans son évolution et dans son principe de fonctionnement. C'est un processus itératif. Hein. Les hypothèses sont formulées à partir de cette matrice simplifiée. Donc, c'est l'ampoule. Hein. Cette ampoule représente l'hypothèse. Nous produisons une hypothèse. Nous la mesurons, c'est le mètre, hein, et nous apprenons. C'est la manière dont les entrepreneurs, c'est la manière qu'utilisent les entrepreneurs pour réduire l'incertitude, en fait. Puisque nous ne maîtrisons pas l'avenir, puisque nous ne savons pas l'avenir, eh bien, approchons-le à tâtons. Nous avons l'habitude, quand on est dans l'obscurité, on ne fonce pas comme des fous droit devant parce qu'on croit que l'espace est dégagé. Non, non, on y va à tâtons, on y va plus prudemment et on avance, du coup, en sécurité. Et bien, dans l'incertitude, dans la période actuelle, je vous recommande vivement d'agir à tâtons, c'est-à-dire de tester des hypothèses et de réduire ce coût, de réduire le coût de la production de ces hypothèses au maximum. Faites des prototypes peu chers, imaginez des esquisses, des schémas, essayez de faire passer ce que vous voulez faire à vos clients de la manière la moins coûteuse possible, mesurez leur satisfaction et apprenez d'eux, à tâtons. Et en faisant des itérations, comme ça, vous allez petit à petit affiner votre service, affiner votre solution de manière beaucoup plus certaine qu'avec un business plan, vous voyez. Parce que vous aurez anticipé tous les pivots, tous les changements de direction, tous les aléas, en étant au plus près de votre client et en faisant un grand nombre d'erreurs et d'ajustements avec lui. Il s'agit donc pour vous de concevoir des produits minimum viables, des services minimum viables, qui dans un premier temps ne sont pas conçus pour être vendus, mais simplement pour apprendre de nos clients. En plus, il aura le sentiment de co-construire cette valeur avec vous, et il en deviendra d'autant plus fidèle. Il en sera même un ambassadeur si vous l'avez impliqué dans la construction de cette offre et de ce produit, parce qu'il en tirera un peu de fierté d'avoir réussi avec vous ce pari. Et puis, dès que vous avez une MVS qui est prête à être vendue, qui va être vendue, et bien à ce moment-là, vous pouvez, qui est vendue, ben vous pouvez dire que votre processus est terminé. Ça y est, vous avez des gens qui achètent votre solution. Ça veut donc dire qu'elle est viable et qu'elle crée réellement de la valeur pour des gens qui consentent à payer pour ce produit et ce service. C'est à ce moment-là qu'on engage le processus de création de l'offre. Hein, c'est quand on a la certitude par des paiements réels, hein, qu'on engage le processus de création de l'offre et qu'on engage des dépenses. Donc, j'accélère ma relation client, ma communication avec le client en échangeant avec lui sur ma vision pour l'aider à être plus performant, jusqu'à ce qu'il me dise « ça c'est vachement bon, je suis prêt à te l'acheter ». Quand il vous a dit « c'est vachement bon, je suis prêt à te l'acheter », alors on peut concevoir, alors on peut commencer à investir de manière beaucoup plus sereine sur le produit ou le service que vous souhaitez développer. Cette technique de développement s'appelle le design sprint. Elle a été développée par Google Venture en 2016, à partir des travaux que je vous ai cités précédemment rapidement. Et Google Venture utilise toujours cette stratégie de design sprint pour porter ses startups. On est sur des boucles chez eux de 3 mois, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'incubateur, 3 mois après, si vous n'avez pas une vente, si vous n'avez pas fait la preuve que votre produit va intéresser quelqu'un au point qu'il consente à payer pour l'acheter, eh bien, ça veut dire que c'est plus la peine de dépenser quoi que ce soit pour ce produit-là, ça veut dire qu'il ne marchera pas, les gens n'en ont pas besoin, et donc on réduit comme ça cette grosse part de camembert de 36% des projets qui échouent parce que personne n'en a besoin. Voilà comment Google Venture a amélioré sa performance d'incubateur considérablement en réduisant l'incertitude. Bien, je ne vais pas reprendre trop vite. Alors les outils, c'est la carte d'empathie par exemple, qui est un outil que je pourrais détailler avec vous plus tard si vous le souhaitez, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc de la carte d'empathie, on fait des cartographies de valeurs, on conçoit des carrés, on conçoit des offres et des services nouveaux.
Nous concevons du coup des prototypes, des esquisses, des modèles économiques, des représentations de notre proposition de valeur que nous pouvons adresser à ces cibles pour prendre leur avis. Nous testons, hein, donc tester, hein, ça veut dire c'est un test, pour le coup, hein, autant la première phase est créative et demande de l'imagination, autant là nous devons nous comporter comme des scientifiques extrêmement rigoureux. L'art et la science se mélangent allègrement dans l'entreprise aujourd'hui. Donc votre côté artiste pour imaginer la solution, votre côté scientifique pour réaliser des tests précis, minutieux. Ça aussi, nous vous accompagnons pour les réaliser. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Vous réalisez également des notes d'apprentissage ou des fiches d'apprentissage au fur et à mesure où vous réalisez vos tests. Et à partir de là, si vous faites ces itérations, en 4 étapes, en 4 itérations, vous arrivez à réaliser un modèle économique viable et le potentiel construction d'un projet. C'est quelque chose que j'utilise pour accompagner les créateurs d'entreprises et qui vraiment fonctionne bien, alors qui parfois se termine en échec, c'est-à-dire qu'on arrête. Mais quand on arrête, on n'a pas brûlé toutes nos ressources. Le porteur de projet a conservé du capital et peut rebondir sur un nouveau projet parce qu'il n'a pas brûlé ses ressources. Vous voyez, on peut repartir quand on fait comme ça. Quand on a des démarches itératives, on peut repartir, on n'a pas brûlé nos ressources et du coup, en incertitude, on est plus serein dans l'incertitude qui nous frappe aujourd'hui. On sera beaucoup plus serein en y allant à tâtons, en y allant par démarches itératives, structurées, scientifiquement, rigoureusement, en se disant « Ah bah oui, tiens, ça va marcher, on y va, on fonce », et puis on se rend compte que il n'y a pas de client au bout. J'en ai terminé pour ma présentation. Je crois que j'ai été un peu long. En effet, j'ai été un peu long, je vous prie de m'excuser. Mais si vous souhaitez poser des questions, je suis bien évidemment là pour vous répondre. N'hésitez pas à me challenger sur vos propres questions. J'adore cet exercice. Je suis désormais à votre écoute. Merci Jérôme pour ton intervention. Alors, on n'a pas de questions dans l'onglet questions. Donc, si vous avez une question à poser, c'est le moment. On est un petit peu en retard, donc on ne va pas prendre non plus trop de questions et on y répondra de manière rapide. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je crois que d'abord, je voulais remercier Jérôme pour la qualité de son intervention et pour le temps consacré ce matin à cette intervention. Sachez que vous pouvez revoir aussi ce webinaire en replay. Donc, on postera ça sur nos réseaux sociaux, etc. Ah, nous avons des questions. Comment intègre-t-on la mesure du risque? Alors, on a un peu d'écho. Comment on intègre la mesure du risque? C'est une excellente question, Sylvie. Elle est fondamentale, cette question-là. Bien sûr qu'il faut le mesurer, ce risque. Ce risque, nous allons l'intégrer au moment où nous allons constituer ceci. Ceci est issu de cela. Nous allons réaliser une carte d'empathie et nous allons analyser très finement nos segments de clients. Et on va, vous voyez, toutes les questions qu'on se pose quand on fait une carte d'empathie, eh bien, c'est ici que nous mesurons le risque. Et c'est très important, cette question, Sylvie, parce que si on ne mesure pas le risque, si on ne donne pas de dimension, de quantité, je le vois souvent, notamment chez les étudiants qui vont toujours trop vite, qui pensent toujours avoir compris très très rapidement, la plupart du temps, les étudiants réalisent des cartes d'empathie qui sont très justes, mais sans aucune dimension. Aucun chiffre, aucune donnée, rien. Or, il faut absolument, quand on réalise des cartes d'empathie, dimensionner tout ça, dire, mais d'accord, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des marchés, elle voit des offres, mais avec quelle intensité? Le marché qu'elle voit, quand cette personne voit son marché, elle le voit comment? Dans quelle dimension? C'est quoi la taille du marché qu'elle voit? Pas la taille réelle, la taille de ce que votre client voit. Votre client a une représentation du marché, ce que vous souhaitez adresser. Il a une représentation. C'est pas la réalité qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est comment votre client représente son marché. Dans quelle dimension, comment il le voit. Qu'est-ce que dit le client? Il faut quantifier. Qu'est-ce que fait le client? Il faut quantifier. Qu'est-ce qu'il entend? Il faut quantifier.
Voilà d'où vient la quantification du risque. Nous prenons des éléments réels, factuels, donc des éléments de fait, hein, c'est-à-dire que vous pouvez les tracer, vous connaissez les sources sont fiables, vous savez ce que voit votre client, vous savez ce qu'il dit, lorsqu'on demande un peu de recherche, hein, c'est de l'intelligence économique, hein, tout simplement, et nous avons, je crois, dans la région des services d'intelligence économique performants, il convient de les utiliser, ils sont là pour ça. La France s'est dotée d'outils performants, vraiment, sur l'intelligence économique, et donc je vous invite à les utiliser pour capter ces informations, capter ces données réelles. À partir de là, nous mesurons le risque. Nous mesurons le risque très concrètement, ça devient certain. Avez-vous d'autres questions? D'autres très bonnes questions? Alors, déjà pour répondre à Sébastien, oui, le webinaire sera disponible en replay. C'est ce que je disais. Surveillez nos réseaux sociaux, notre site internet, ou vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur notre site. Je communiquerai sur le replay de ce webinaire. On a une autre question dans l'onglet questions. Donc, je la lis. Que pensez-vous de la structuration d'entreprise par l'embauche afin de développer les ventes, afin de préparer un fort rebond une fois que notre offre pourra de nouveau être utilisée? Qu'est-ce que j'en pense? Vous me remettez en incertitude. C'est pas embaucher parce qu'on pense que ça va reprendre est un comportement qui vous fait prendre un risque fou, puisque vous êtes en train de faire un pari, et les entrepreneurs n'aiment pas ce genre de pari. C'est pas comme ça que nous pensons. C'est pas comme ça que nous pensons. Vous voyez beaucoup hein, dans la presse, notamment au MEDEF, pour pas les citer, hein, dire bah oui, les entreprises, ce sont ceux qui prennent des risques. Bah non, pas du tout, c'est faux, c'est une image, c'est une allégorie, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir vrai, quoi. On aimerait bien être des aventuriers, des risques tout, voilà, mais c'est pas du tout le cas. Nous ne prenons pas de risques. Nous les évaluons et nous essayons de les éviter. Notre métier d'entrepreneur, c'est d'éviter les risques. Alors, embaucher du personnel, je vous dirais oui, si vous avez testé votre marché, si vous savez de manière fiable, certaine, scientifique, qu'en face, vous aurez des ventes. Mais tant que vous n'avez pas établi cette vérité scientifique, un commercial égale tel volume, n'embauchez pas. Embauchez plutôt quelqu'un qui va travailler au regard du marché, à son dimensionnement, ça vous sera bien plus utile. Embauchez quelqu'un qui vous fera des cartes d'empathie, qui vous fera des cartographies de valeur, qui vous designera un petit peu, qui vous représentera en tout cas qui est votre client, où il se situe, quand est-ce que vous pouvez lui parler, comment vous devez lui parler. Cette personne-là est bien plus précieuse qu'un commercial, en tout cas dans ce temps-là. Si vous n'avez pas la réalité, la certitude scientifique de la performance commerciale, du potentiel commercial de vos équipes, ne vous lancez pas dans un recrutement de commerciaux. Il faut d'abord s'assurer que les gens ont bien besoin de votre produit et de votre service. Est-ce que je vous ai répondu, Nicolas? Ah non, ce n'est pas la question de Nicolas, ça, pardon. La question de Nicolas, c'est y a-t-il un délai objectif? Est-ce que j'ai répondu à la question, oui, d'abord? Alors, c'était la question de Sébastien. De Sébastien. Est-ce que je vous ai répondu, Sébastien? Oui et non. Alors, qu'est-ce que je devrais dire pour améliorer ma réponse? Aidez-moi à m'améliorer. Le produit est validé. Très bien. C'est-à-dire, j'en déduis, hein, Sébastien, que votre produit est validé. Je crois que je connais un petit peu votre produit. Effectivement, il est validé. Oui, Sébastien, dans votre cas très particulier, par contre, vous savez que vous avez un marché. Vous savez que le e-sport est un marché en forte croissance. Il n'y a aucun doute. Il convient pour vous. Alors, validé par qui hein, vous avez des études de marché factuelles et très bien documentées disponibles hein, sur le marché du e-sport. C'est tellement vu que même si vous tapez sur Google e-sport et que vous regardez, on vous donne les indicateurs de croissance. Hein, on est sur une croissance annuelle qui va, selon les pays, de 15 à 30%, c'est considérable. Le e-sport se développe vite et je vous fais le pari qu'avec la crise, c'est pas fini.
C'est un marché qui pourrait, semble-t-il, accélérer, je prends des précautions, puisque c'est une hypothèse. Sébastien, effectivement, un marché en croissance. Après, est-ce que son produit est parfaitement en adéquation avec ce marché-là? Sébastien, je suis désolé, je ne vous ai pas suivi ces derniers mois, mais si vous avez validé que votre produit est en parfaite adéquation avec ce marché qui est en croissance, il est urgent de trouver des investisseurs pour vous accompagner dans le développement commercial de votre produit, Sébastien. Voilà ce que l'on pense. Ou alors l'embauche d'apprentis. Si vous arrivez à embaucher sans transformer votre structure de coût, Sébastien, c'est un coup de maître. Hein, c'est un coup de maître. Et alors ça, c'est vraiment l'agilité de l'entrepreneur qui vous incite à le faire. N'hésitez pas, si réellement votre produit est validé, si vous avez la certitude qu'en face, il y a des gens qui ont besoin de ce que vous faites, l'embauche d'un apprenti, attention, il faut que ce soit quand même de la compétence, parce que vous vous adressez là, vous vous lancez dans le grand bain, vous allez commencer à dépenser de l'argent, qui de plus ne vous appartient pas forcément, donc il faudra peut-être rembourser. Il convient d'être prudent avec cet argent-là. Donc, mesurez toujours la performance de votre investissement par rapport au flux de revenus qu'il réalise. Et ça se passe au mois le mois. Et ne vous bercez pas de douces illusions. Si le premier mois, ça ne marche pas et que vous ne changez rien, le deuxième mois, ça ne marchera pas non plus. Et si vous vous donnez 3 mois de latence avant que ça marche, eh ben vous irez droit dans le mur parce que ces 3 mois-là, ce seront 3 mois de perdu. Voilà. Donc, commencer par l'embauche d'un premier apprenti, c'est une très bonne idée. Mesurer sa performance et la performance de votre produit avec des outils, des indicateurs clairs, mais faites. Je vais répondre également à Nicolas. Y a-t-il un délai objectif entre chaque itération? Alors, les itérations dépendent de la complexité du produit ou du service que vous réalisez. L'idéal, je vous le dis, c'est la formule de Google Venture. C'est pas un hasard, ils traitent des milliers de startups, donc ils ont une vision vraiment très juste de ce qu'est le marché de l'entreprise, du développement de startups, du développement de projets. Et effectivement, je vous le confirme, si en 3 mois, vous n'êtes pas capable d'obtenir une promesse de vente ou un intérêt factuel de votre cible qui vous prouve qu'ils sont prêts à acheter, laissez tomber. N'engagez pas plus de dépenses, le produit ne marchera pas. Alors, 3 mois de boulot intensif, j'entends, c'est pas 3 mois à attendre. Entre la première prospection et la commande, la commande. Alors, la commande ou la promesse de commande. La première prospection, ce que vous appelez la première prospection, c'est pas une prospection. Nous ne sommes pas dans une prospection, nous sommes dans une co-construction de la valeur. Vous allez dire, si je simplifie à l'extrême, vous allez, avec votre client, avoir la relation suivante. Monsieur le client, puisque... Voilà, la prise de contact, c'est ça, Nicolas, la prise de contact. Voilà, monsieur le client, comment je vous vois? J'ai compris que vous vouliez faire ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, un peu, beaucoup. On valide nos hypothèses du cercle. Est-ce que vraiment vous voulez faire ça? Est-ce que vraiment vous voulez chercher ce bénéfice? Est-ce que vraiment vous ressentez ces problèmes-là? Est-ce que la hiérarchisation de vos problèmes est correcte? Et ça, c'est la première, c'est la relation que vous allez avoir avec eux. Est-ce que mon offre vous plaît? Est-ce que vous seriez prêt à payer pour l'acquérir? Et à ce moment-là, vous avez terminé. Quand il a dit oui. Vous ai-je répondu, Nicolas? Au revoir à ceux qui nous quittent actuellement. Désolé d'avoir été un peu long, mais je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci à tous pour vos échanges, vos questions, votre participation. Merci encore, Jérôme, pour ton intervention. Donc oui, ce sera disponible en replay. Vous pourrez revoir ça très bientôt. Je vais essayer de communiquer au moins sur les réseaux sociaux, peut-être aujourd'hui ou avant la fin de la semaine, en tout cas. Et donc voilà. Donc Sébastien demande, pensez-vous refaire régulièrement ce type de présentation, Jérôme? Il suffit de demander. J'interviens à la demande. Sébastien.
Bon, je vous propose de terminer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore, Jérôme. Au revoir. Merci et surtout, n'hésitez pas à contacter Red Catech si vous souhaitez en savoir plus et approfondir. Voilà. Exactement. Nous serons là pour répondre à vos questions. Exactement. Et vous mettre aussi en rapport avec... Voilà. Au revoir et bonne journée. À très bientôt. Au revoir.